chaque parent qui perd son enfant jeune éprouve un sentiment de responsabilité. A fortiori quand il s'agit d'un suicide. A fortiori quand c'est le deuxième. Bonjour à toutes et bonjour à tous, Olivier Granilic ce matin avec vous pour la matinale de Studio Kelita. Nous allons parler tout de suite d'un sujet assez douloureux, le sujet des suicides, avec une enquête qui a été réalisée récemment qui montre une augmentation de 129% chez les jeunes, des jeunes qui se sont déclarés avoir des idées suicidaires. Et pour parler justement de ce douloureux sujet, nous sommes ce matin avec Gilles Alexandre. Gilles, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet du suicide, un sujet que, on va dire, malheureusement, vous connaissez bien puisque 2 de vos enfants, Amit et Yotam, se sont suicidés. Oui, Amit, il y a 26 ans, il était dans l'armée, dans une unité d'élite. Et Yotam, il y a 13 ans, il était dans une yeshiva de SDR aussi dans le cadre de l'armée. Mmh. Alors, on va parler du sujet plus particulièrement du suicide et surtout de la façon dont vous, et votre femme et votre famille, vous avez confronté, vous avez fait face à cette situation. Racontez-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé pour vos 2 enfants. Bon, Amit, c'est l'aîné de 7 enfants. Il a grandi dans le kibbutz, au kibbutz Ein Hatziv. C'était ce qu'on appelle le leader incontesté de sa classe, doué pour tout ce qu'il faisait, très estimé par tout le monde, musicien. Le seul problème, c'est qu'il ne savait pas ce que c'était l'échec, je crois. Mm-hmm. Et on l'avait pas. Tout ce qu'il faisait, il réussissait assez facilement. C'était le genre de gosse qu'à l'école, bon, on n'a pas de problème. Le gagnant. Le gagnant, si ce n'est des problèmes de discipline, mais enfin. Et il a voulu aller à une unité d'élite et il a été accepté. Et il a commencé les classes. Il a été envoyé à un cours parce qu'il était considéré comme un des meilleurs de son équipe. Et un jour après Purim, ils sont revenus à la base le soir. Ils devaient faire un massa, comment on appelle ça en français, je sais pas, un parcours de combattants. Et très rapidement, il a perdu sa respiration et s'est évanoué. Ils l'ont pris sur le brancard. Et quand ça s'est terminé, ils ont demandé des volontaires pour aller faire la garde pendant que les autres allaient manger. Il est allé faire la garde. Et on l'a retrouvé mort avec son fusil. Mmh. Il avait évidemment, c'était considéré à l'époque comme... tout le monde nous a dit s'il fallait faire une liste de ceux qui étaient en danger, il aurait été le dernier de la liste. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec lui entre le moment où il y a eu ce problème pendant ce massa, pendant ce parcours où il s'est évanoui, et le moment où il est parti pour faire sa garde? Vous avez réussi à parler avec lui? Non, pas du tout, parce que c'était à peine une demi-heure. Mmh. Mais la veille, il était chez nous le Shabbat, et c'était le Shabbat après Purim, au kibbutz. Il a encore eu le temps d'organiser une Messibat Purim pour ceux qui n'étaient pas là à Purim. Le matin, il est parti, il n'y avait absolument aucun problème, aucun signe. Mais les soldats qui ont parlé avec lui, quand il a terminé le massa, ils lui ont demandé comment ça va, Amit. Alors il a dit, physiquement ça va, mais moralement c'est pas bien, c'est la première fois que vous me portez, pas que moi je vous porte. Ouais. Bon, c'est une chose donc il a que beaucoup de soldats, il n'y a rien de spécial à dire. Et vraiment, on peut dire que sur Amit, c'était pratiquement impossible à deviner, donc c'était pratiquement impossible à empêcher, parce qu'il n'y avait absolument aucun signe prédicteur. Ce qui était différent, malheureusement, chez Yotam. Oui, 13 ans après, donc, Yotam, donc votre fils, qui lui était déjà marié, hein? Marié depuis 1 an, il était en Yeshiva Tesder, il était à l'armée dans le Cheil Chinour, il était mefaked de soldats qui avaient des difficultés scolaires, il leur enseignait ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire à l'école, essentiellement
les soldats du secteur bédouin. Et déjà à l'armée, Yotam, c'était le perfectionniste, c'était l'angoissé, c'était celui qui toujours avait l'impression qu'il n'était pas assez bon, bien qu'il était tout aussi doué que Hamid, mais ça lui venait plus difficilement. Lui, il savait ce que c'était les échecs, mais il nous a fait part, il nous a raconté. Et alors, à l'armée, je lui ai tout de suite proposé d'aller voir le psychologue, ce qu'on appelle à l'armée le Kaban. Et l'armée, tout de suite, bien sûr, il était accepté par le psychologue. Le psychologue était d'accord qu'il aille chez un métapel, chez un thérapeute. Un thérapeute. Oui, un thérapeute. Et il l'a fait, ça s'est bien passé. Il s'est marié. Et 6 mois après, ça a recommencé. Il était à l'époque à la yeshiva. Il a demandé de refaire de nouveau une thérapie. On lui a trouvé un nouveau thérapeute. Avec ce thérapeute, ça n'a pas tellement bien marché. Il a demandé à changer. Et le jour où il devait aller chez le nouveau thérapeute, de nouveau, sans avis, sans préavis, sans avoir l'intention de le faire, il est retourné à la yeshiva parce que il devait s'occuper d'un gosse en difficulté à la yeshiva. Et il a dit, à 11h, je reviens pour voir le thérapeute. Et malheureusement, par hasard, il y avait une arme qui était posée par terre pendant qu'il était en train de prier. Il a pris l'arme et voilà. Alors, pour des parents de perdre des enfants, c'est déjà très difficile, c'est très dur, c'est insoutenable. Lorsqu'ils se suicident, c'est encore plus dur ? Écoutez, l'amour, c'est l'amour. D'abord, ça dépend sur quel point de vue on le voit. Pour nous, je crois que pour les parents, c'est pas plus dur, peut-être que pour l'entourage. Ça dépend de nouveau quand on le prend. Pour les parents, c'est peut-être plus dur parce que au début, il y a toutes sortes de sentiments. Est-ce qu'il y a des sentiments d'accusation. Est-ce qu'il y a un sentiment de responsabilité quelque part ? C'est inévitable. Je vais vous dire, d'abord, je connais malheureusement beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants, et pas seulement du suicide. Je crois que chaque parent qui perd son enfant jeune éprouve un sentiment de responsabilité. A fortiori quand il s'agit d'un suicide. A fortiori quand c'est le deuxième. Bon, comme on nous a dit, chez Yotam, il y avait des signes. Comment vous n'avez pas pu l'empêcher ? C'est une véritable question qu'on se pose tout le temps. Mais on a essayé, on en a parlé, on lui a posé la question, est-ce qu'il avait des sentiments ? Il a dit non. Mais enfin, on va avec ça, mais on a tout de suite pris la décision, déjà après Hamid, de ne pas avoir honte du suicide, d'en parler avec nos enfants, d'en parler avec l'entourage. On ne veut pas vivre qu'il y a un secret de famille, que tout le monde autour sait que Hamid est mort d'une mort bizarre, on dit qu'il s'est suicidé, et puis que surtout n'en parlez pas, parce que ça ne mène à rien, et surtout, si on n'en parle pas, ça risque de causer chez d'autres gens de se suicider. Alors, vous avez vraiment pris cette décision avec votre épouse d'en parler, c'est-à-dire de ne pas laisser ça comme un sujet tabou, de mettre tout sur la table, et vous faites même aujourd'hui, je crois, vous promenez un peu partout en Israël pour parler de ce sujet. Tout à fait. On est invité dans pas mal aussi bien à l'armée que dans des écoles, que chez des services psychologiques, chez des assistants sociaux, et on leur parle du problème en essayant de leur montrer comment on peut décerner des potentiels de suicide, parce que finalement, sur le spectre du suicide, il est très très large. Moi j'appelle le suicide, et pas seulement moi, le cancer de l'âme, Sartan HaNefesh. Comme les cancers, ils sont très larges, et de plus en plus on arrive à soigner des cancers, je crois que même la dépression, la déprime, les angoisses et les différentes maladies psychologiques, on arrive de plus en plus à s'en occuper. Il y en a qu'on n'arrivera pas. Vous savez, je connais des cas
des jeunes, des adultes qui sont malades, 10, 15 ans, qui sont hospitalisés, qui vont d'un hôpital à un autre, qui restent à la maison, on les garde 24 heures sur 24. Mais s'ils décident de suicider, ce sera très difficile de les empêcher. C'est-à-dire ce que vous nous dites, Gilles Alexandre, c'est que c'est pratiquement impossible d'empêcher un suicide, d'après vous? Ah non, pas du tout. Alors là, surtout pas. Je dis au contraire que le cas que j'ai décrit, c'est le cas extrême. Ouais. L'autre extrême, c'est le cas d'un mythe, quand il n'y a aucun signe et puis ça vient sur un blackout soudain. Mais entre ces deux cas, on peut empêcher énormément de suicides. On peut empêcher énormément. Si on arrive à parler aux jeunes, si on arrive à mettre ce qu'on appelle aujourd'hui des sentinelles de larmes, des jeunes on leur explique quels sont les signes, et s'ils voient des amis en classe, à l'armée, qui sont subitement, qui changent de conduite, qui deviennent plus renfermés sur eux-mêmes, qui arrêtent de parler avec les autres, leur parler, leur demander ce qui se passe, le signaler à des autres personnes, les parents la même chose, ne pas avoir peur d'en parler. Nous on en parlait avec Yotam. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais ça ne veut pas dire que c'était inévitable. Je crois même que Yotam, si par ce même jour, il n'avait pas eu une arme qu'il avait par hasard trouvée à côté de lui, aujourd'hui, il serait encore avec nous. Parce que si on commence à s'en occuper, il y a des médicaments, il y a des thérapeutes, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à faire. Il y a des solutions. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de ce qui se passe actuellement, parce qu'on en a parlé aussi, des suicides à l'armée. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ce sujet? Est-ce que l'armée a changé sa façon de faire par rapport à ce sujet? Tout à fait. Un mythe, c'était en 1995. À l'époque, il y avait entre 45 et 50 suicides par an, des fois même plus. Et au début des années 2000, je crois sous l'influence, à l'époque, le chef d'état-major, c'était Shaul Mofaz, il a décidé de faire un plan complet pour essayer de diminuer les suicides à l'armée. Il a réussi, il a pris quelques mesures très importantes. D'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'officiers psychologues dans les unités. Si à l'époque il n'y avait qu'au niveau des grandes divisions, aujourd'hui dans chaque unité il y a des officiers psychologues, et chaque soldat sait qu'il peut, de la même façon qu'il peut demander à avoir une intervention chez le pédiatre, il a mal aux pieds, il peut demander à aller chez l'officier psychologue et ça lui ne causera absolument aucun préjudice. C'est-à-dire qu'à l'époque, un soldat qui se voyait chez le psychologue, déjà tout de suite, il était suspect de ne pas être capable de continuer son armée. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et Yotam, c'est la preuve. Il est allé, il a continué à être mefaked à l'armée. Deuxièmement, une autre mesure très triviale qui a été prise, mais très très importante. Quand moi j'ai fait l'armée, n'importe quel soldat qui était à l'armée avait une arme sur lui et était obligé de ramener l'arme à la maison. Et on s'est rendu compte que les suicides, ils se passaient essentiellement pendant les permissions des soldats. À la maison, quand ils avaient une angoisse de retourner à l'armée, ils avaient leur arme avec eux. Alors on a dit la plupart des soldats, sauf ceux qui sont vraiment sur le front et qui sont combatifs, tous les autres soldats ne rentrent pas à la maison avec leur arme, ils laissent leur arme à la base quand ils sont en permission. Ça aussi, l'arme, c'est un des grands facteurs de suicide. Ouais. Et encore d'autres. Et aujourd'hui, on évalue que les suicides par an, c'est entre 15 et 20. Donc ça a diminué de plus de la moitié, presque le tiers des suicides qu'il y avait il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, comme on dit, vous consacrez votre temps avec votre femme à parler de ce sujet. D'abord, il y a une sorte de prévention que vous voulez faire, et puis aussi, et c'est un sujet aussi très important que vous abordez, c'est-à-dire que vous rencontrez aussi des familles qui ont leurs enfants qui se sont suicidés. Comment se passent ces rencontres ?
d'abord, c'est toujours très émouvant, mais chaque fois qu'on le rencontre, on voit combien c'est important. Parce que, je peux vous citer une fois, une des premières fois, je suis arrivé chez une famille que je ne connaissais pas, mais j'avais entendu parler, ils habitaient pas loin de chez nous. Et alors, j'arrive et je lui dis, vous savez, moi aussi, ça m'est arrivé. Alors, il me dit, waouh, maintenant, c'est le premier à qui je peux parler librement et puis qui peut me comprendre. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'en parler, ils ont peur parce que le voisinage a peur de comment poser la question, comment parler, est-ce qu'on en parle du suicide, est-ce qu'on peut aborder le problème. Ça fait peur aux gens, ça fait peur, c'est peut-être contagieux même. Et alors il faut en parler d'abord avec les familles pour les consoler, leur proposer ensuite, leur dire ce que nous, on a dû passer, ce qui leur attend, mais qu'il y a là aussi toutes sortes de méthodes pour surmonter la difficulté, pour choisir de continuer à vivre. Et par exemple, nous, leur dire que c'est pas du tout non plus, que les parents aussi ont le droit d'aller chez des thérapeutes, des psychologues, qu'il y a aujourd'hui des groupes de familles qui se réunissent une fois tous les 15 jours avec un travailleur socialiste, on appelle ça en hébreu des kfutzat micha, et on en parle librement. Tout à fait, d'une façon tout à fait libre, même avec humour, des fois. On a le droit aussi de. L'humour noir, ça aide même. Pour terminer, Gilles, vous avez donc choisi de parler de ce sujet. Je suppose que cette plaie n'est jamais totalement refermée, mais comment on continue quand même à essayer de vivre normalement après ça? Écoutez, Shabbat dernier, c'était la Parashat Oreh. Dans la Parashat Oreh, il y a écrit vois, je t'ai donné le bien, c'est la vie, et le mal, c'est la mort. Et toi, tu choisiras la vie. C'est donner une signification à la vie. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous connaissez très bien le magnifique livre de Viktor Frankl. L'homme recherche une signification, je sais pas comment ça s'appelle en français, Adam Mechapes Mashmaout. Victor Frankl est un psychologue qui a été sauvé des camps. Il explique que même dans les cas les plus durs, si tu donnes une signification à ta vie, non seulement tu peux surmonter ça, mais ta vie deviendra plus facile et beaucoup plus riche. Et je crois que dans chaque malheur, dans chaque obstacle qu'on a, on peut en tirer des choses positives. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais vous dire que c'est facile, non. Je dis que c'est comme les montagnes russes. La seule différence, c'est-à-dire on est souvent en haut, souvent en bas. La seule différence, c'est que les espaces qu'on soit en bas, ils s'éloignent un petit peu. C'est-à-dire qu'on a maintenant déjà 13 ans après Yotam. Je peux pas dire que c'est tout aussi difficile que c'était la première année. C'est plus facile, oui. La douleur revient moins souvent, mais les Shabbatot, les fêtes, il y a toujours des occasions. On n'a pas envie de se lever le matin, ça arrive aussi. Gilles Alexandre, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci de nous avoir parlé de la mythe de Yotam. Merci beaucoup, Yom Tov.